Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un petit peu de pourquoi on vit avec peu et de comment tout ça s'est mis en place. C'est quelque chose, vous me parlez souvent du sujet sur Instagram. Récemment, j'ai ma vidéo sur mon budget 2022 qui fait beaucoup de vues, donc je pense que YouTube l'a remise un peu dans l'algorithme et du coup je reçois beaucoup de questions sur notre manière de voir l'argent, etc. Il y a quelques temps j'avais fait une FAQ, donc une petite foire aux questions sur Instagram. De temps en temps je poste des stories comme ça où je vous propose de me poser des questions et j'y réponds spontanément. J'ai reçu énormément de questions sur notre vision de l'argent, ça devenait un peu compliqué de simplement y répondre sur Instagram. Je me suis dit que c'était mieux de laisser une trace avec une vidéo et ça me permettra d'aborder aussi d'autres points dont j'avais envie de vous parler. Je précise quand même que ce genre de vidéos ce ne sont pas des tutos, je suis pas en train de dire comment j'ai fait, comment vous pouvez le faire. On a tout simplement des situations différentes. Avec mon copain on s'y est pris assez jeune pour mettre en place plein de choses, on a eu des privilèges sur certains points, on a eu plein de choses qui ont pu faire qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, la ville dans laquelle on est allé vivre, etc. Je dis pas que c'est possible de le faire pour tout le monde. Voilà, faut être conscient des différents privilèges qu'on peut avoir, des différents facteurs facilitants qu'on va avoir dans notre vie. Donc vraiment, ne prenez pas cette vidéo comme un je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Il y en a qui feront beaucoup plus que moi, il y en a qui ne pourront pas faire autant et c'est pas grave, on fait tous à notre échelle et il faut vraiment pas se comparer sur la somme qu'on met de côté, sur la somme qu'on gagne, etc. On a des parcours et des chemins de vie différents et je trouve juste que c'est intéressant d'en parler sans tabou, de faire un petit peu des retours d'expérience comme lorsque je vous partage les budgets de mes abonnés. C'est pas pour dire que vous devez avoir exactement le même budget qu'eux, ce qui est presque impossible d'avoir exactement le même budget que quelqu'un d'autre, mais c'est simplement pour voir comment font les autres, pour se placer par rapport à ça, peut-être évaluer nos dépenses par rapport aux autres, voir si ils consomment moins que nous, plus que nous, est-ce que nous on a envie de changer, est-ce qu'on pourrait. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ce que l'on veut faire, de ce que l'on peut faire, et c'est vraiment à garder en tête, c'est pas du tout des vidéos donneuses de leçons ou quoi que ce soit. On va passer tout de suite au premier point. Alors globalement ce qui m'a aidé c'est de toujours voir sur le long terme. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'ai commencé très tôt à voir un petit peu à quel point l'épargne ça pouvait être facilitant pour la suite. Et ça veut dire que dès 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je faisais du babysitting et je mettais cet argent de côté. J'en gardais un petit peu pour mes petites sorties de collège, enfin aller au cinéma ou à McDo avec mes copines, c'était globalement ce qu'on faisait qui coûtait de l'argent. Ou acheter des bonbons, enfin vraiment les trucs où il n'y en a pas pour beaucoup non plus. Et le reste je le mettais de côté, et même si je gagnais pas énormément avec le babysitting, quand on a 13 ou 14 ans, gagner 100 €, 200 € par mois, ça aide pas mal parce que j'en dépensais peut-être 15 ou 20 € par mois pour des petits trucs. Et donc il y a déjà ça qui a été très facilitant. Et ensuite je me suis intéressée assez tôt à l'immobilier. Donc j'ai pas investi si tôt que ça par rapport à la période à laquelle je m'y suis intéressée. Quand j'avais vraiment 16-17 ans, je regardais, j'avais déjà un peu d'épargne par rapport à plein de facteurs dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo comment on a fait pour acheter nos 2 appartements. Je vous avais un petit peu parlé de comment mon épargne s'était accumulée. Mais je regardais un petit peu pour acheter un studio à mes 18 ans parce que j'avais vu que je n'avais pas le droit à une cité étudiante pour mes études par rapport aux revenus de mes parents. J'avais pas envie de leur coûter trop d'argent non plus et je m'étais dit qu'en fait je pourrais m'acheter un studio à Aix. Donc il y avait des studios pas très chers à ce moment-là, ça a vraiment augmenté depuis parce que là je vous parle de quelque chose qui était il y a presque 10 ans, enfin quand j'avais 16 ans c'était il y a 10 ans, concrètement j'ai 26 ans. Donc les prix ont augmenté, mais à ce moment-là avec mon épargne plus un crédit étudiant, j'avais regardé pour faire un crédit étudiant que finalement j'aurais basculé pour rembourser mon prêt immobilier et je m'étais dit je peux acheter un petit studio, donc un vraiment petit, je voulais acheter un 12 ou 14 mètres carrés pour habiter dedans pendant mes études. Finalement ça s'est pas fait parce que dans ma dernière année de lycée j'ai rencontré mon copain et on a décidé de faire nos plans un petit peu autrement pour planifier notre avenir, nos investissements, etc. Mais c'est vraiment une idée qu'on avait en tête et j'ai toujours eu cette idée de me dire le principal, le truc le plus important, c'est d'avoir un endroit pour me loger. Et après cet endroit c'est un peu ma sécurité parce que ça veut dire que soit je peux habiter dedans si j'ai un problème, soit je peux, si je dois partir, le louer et avoir une entrée d'argent si jamais j'en ai besoin. Donc finalement on n'a pas pris de studio, l'appartement dans lequel on habite actuellement était notre premier investissement, mais ça restait intéressant de voir que j'avais déjà cette vision là à cet âge-là et que c'est aussi ce qui a entraîné beaucoup de choses ensuite. Alors le deuxième point c'est que ensuite dès qu'on s'est mis en couple et qu'on a commencé à avoir nos études supérieures,
on a décidé vraiment de réduire nos dépenses au maximum. Mon copain travaillait beaucoup l'été, moi je travaillais un petit peu l'été mais pas autant que lui. J'avais la chance d'avoir un petit peu plus de revenus que lui, mais j'avais rien d'énorme non plus. Mais en tout cas notre but c'était vraiment de mettre de l'argent de côté et on avait fait le choix par exemple la première année de nos études à Aix, on a fait le choix de rester habiter chez nos parents pour la première année où de base on voulait prendre un appartement tout simplement pour économiser. Mon copain ça lui avait permis de garder tout l'argent qu'il avait gagné l'été et de faire gonfler son épargne. Moi c'était pareil, ça me permettait aussi de vivre avec moins à ce moment-là parce qu'on restait chez nos parents et on a la chance d'avoir des parents qui nous payaient notre nourriture etc. tant qu'on habitait chez eux. Donc c'est vrai que ça a été confortable. Encore une fois ça reste un privilège de pouvoir faire ça. Il y en a qui passaient 18 ans n'ont plus la possibilité de rester chez leurs parents. Nous on prenait le TER tous les jours pour aller faire nos études, c'était une galère. C'était tellement long, le TER c'est le train régional. C'était pas tellement le trajet qui était compliqué, c'était les retards de train et le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Enfin il y a des moments il y en a littéralement un toutes les 2 heures. Donc si tu le rates c'est vraiment la galère. Des fois t'es obligé d'arriver 1h40 en avance pour tes cours, donc si tu commences à 10h, bah t'es quand même obligé d'arriver vers 8h20 parce que sinon t'arrivais en retard pour ton cours, enfin c'était vraiment pas pratique. Mais on l'a fait la première année, on le regrette pas, ça nous a fait économiser beaucoup d'argent. Ensuite les années d'après quand même on était un peu fatigués par tous ces trajets et pour la réussite de nos études c'était quand même important qu'on puisse avoir du repos etc. On est vraiment parti sur des logements très peu chers. Sur des logements de 17 mètres carrés dans lesquels on habitait à deux. Après on est passé un petit peu plus grand mais vraiment on gardait nos dépenses très basses. On faisait déjà attention à notre budget alimentaire. C'est à peu près le moment où on est devenu vegan. Le fait d'être vegan ne nous a pas du tout fait augmenter notre budget alimentaire, au contraire. Donc ça nous a même aidé je pense à maintenir une alimentation équilibrée, complète mais à petit budget. Et à côté de ça, on mettait quand même de l'argent de côté dès qu'on le pouvait, dès qu'on travaillait l'été, on mettait de l'argent en plus de côté. Enfin, on faisait vraiment, j'en avais déjà parlé, mais moi je faisais des expériences à la fac de psycho parce que j'étais en psycho. Il y avait toujours des doctorants qui cherchaient des gens pour faire des expériences et on pouvait gagner, je crois qu'on pouvait le faire jusqu'à 500 € par an. Enfin souvent c'était répondre à des tests, des trucs pas intéressants du tout à faire, enfin franchement c'est un peu relou, c'était 3 heures à répondre oui non à des questions ou à dire quelle couleur on voyait, enfin vraiment des trucs pas super épanouissants, mais en tout cas ça faisait un petit peu d'argent en plus et je l'ai fait chacune de mes années de fac et mine de rien ça m'a bien rapporté 1500 € je crois sur les 3 années qui en plus étaient nettes d'impôts, enfin c'est vraiment du truc, on te le donne en liquide, mais c'est déclaré quand même via la sécurité sociale ou je sais pas quoi, donc c'est pas du tout du non déclaré, mais t'as pas à le déclarer, et c'était payé en liquide, donc franchement le truc super pratique. Et si je vous fais ce petit historique, c'est pour en venir au troisième point, le truc qui nous a fait économiser tellement d'argent et qui nous permet de vivre avec très peu, c'est le fait qu'on a acheté l'appartement dans lequel je suis actuellement, nous l'avons acheté sans crédit, donc on l'a payé cash. J'ai énormément parlé de ce sujet là dans d'autres vidéos, pareil je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je parle de nos achats d'appartement pour que vous compreniez tout sur l'achat de cet appartement. Mais en fait on n'a pas pris l'appartement de nos rêves, enfin moi j'adore cet appartement, il est super cool, j'aime bien sa localisation, j'aime bien, enfin j'adore la taille et tout, je trouve qu'il est très bien, c'est un appartement de 39 mètres carrés qui nous a coûté moins de 100 000 €, donc on a acheté aussi dans une ville pas extrêmement chère, en tout cas pour l'instant. Marseille reste assez accessible, même si les prix augmentent pas mal, on voit vraiment des augmentations du prix au mètre carré, donc peut-être que si on l'avait acheté cette année ça nous aurait coûté plus cher, je ne sais pas. Mais en tout cas, acheter cet appartement c'est vraiment ce qui nous a permis en fait de se dire là on a un toit. Et on va pouvoir faire plein de choses en fait, ça veut dire que tout l'argent qu'on gagne, maintenant il part dans nos charges obligatoires certes, on en a encore, même l'appartement il y a des charges qui viennent avec, des charges de copro, après il faut payer une assurance, enfin il y a des choses à payer, on n'est jamais logé à 100% gratuitement même quand on est propriétaire de son logement. Mais par contre ça nous permet d'épargner quand même la somme qu'on aurait mis dans un loyer tous les mois, et ça a vraiment été un tremplin. Enfin, sur nos 3 dernières années on a mis tellement plus d'argent de côté que tout ce qu'on avait pu mettre avant, tout en consommant plus, ça veut dire qu'on s'est fait plus plaisir que les années d'avant, mais qu'on n'a pas du tout dépensé plus parce que même ce qu'on a consommé en plus par rapport à avant n'a pas dépassé le montant d'un loyer qu'on aurait pu payer. Ce logement il coûterait environ je pense 600 € par mois de loyer par exemple. Mais ce qui joue aussi c'est qu'on n'a pas pris le logement de nos rêves immédiatement. Des fois il y a des gens qui me parlent et qui me disent oui mais toi c'est facile, t'as pu acheter un petit appart, moi je veux pas habiter dans un petit appartement. Mais nous c'était pas non plus notre rêve d'habiter dans un petit appartement. Je dis petit, c'est pas si petit que ça, enfin il y a des gens qui vivent dans beaucoup plus petit bien évidemment. Mais bien sûr que nous aussi notre rêve c'est d'avoir une maison, un jardin, enfin un truc cool, enfin c'est... Moi j'adore l'extérieur, vraiment je suis quelqu'un, je passe ma vie à aller au parc, à sortir, à marcher, parce que être 100% dans un appartement, c'est pas ce qui m'épanouit le plus, moi j'aime être à l'extérieur, mais pour autant, c'était un entre-deux en fait, c'était une petite étape
qui nous permet de sécuriser l'avenir. On n'a pas pris directement le bien de nos rêves parce que ça nous aurait ralenti sur beaucoup de projets. Et du coup, le fait d'avoir ce logement qui est payé, qui est à nous, même si ce n'est pas le logement de nos rêves, ça nous permet de ne pas avoir cette mensualité à payer. Et moi, ça m'a permis de créer sereinement mon entreprise, par exemple. J'aurais pas osé arrêter de travailler même si j'étais pas très bien payée dans la restauration, j'aurais pas osé arrêter si j'avais eu une grosse mensualité. Par exemple, si on avait acheté une maison ou un appartement avec une grande terrasse, etc. à 300 000, 350 000 euros, ce genre de choses, déjà je sais même pas si on aurait pu avoir le crédit, mais en plus de ça, j'aurais pas été sereine d'arrêter d'avoir un vrai salaire, un salaire fixe, un salaire qui tombe tous les mois, un peu garanti, ce qui est le cas quand on est salarié, enfin globalement. J'aurais pas osé arrêter tout ça en fait. Ça veut dire que j'aurais peut-être pas lancé mon entreprise, parce que dans mes premiers mois d'entreprise, il y a vraiment des fois je gagnais 300 euros, 400 euros. Et l'avantage c'est que vu qu'on a déjà notre loyer qui est payé, j'avais juste ma nourriture à payer, mes éventuels transports, etc. Et mes assurances, il y a plein de charges à payer, mais ça représente une petite somme. Et mine de rien, les fois où j'avais que 300 euros, j'ai pu payer toutes mes charges en diminuant un peu tout ça. J'avais fait une vidéo sur le sujet, comment je réduis au maximum mes dépenses pour les mois où je gagne pas beaucoup d'argent, qui est quelque part, je vais vous l'afficher quelque part en haut. J'ai la chance de ne pas avoir eu de mois comme ça depuis cette vidéo, j'ai plus eu de mois aussi bas, j'ai globalement toujours eu au moins un SMIC par mois, donc j'ai pas eu de problème à me faire sur ce point là. Mais mine de rien, ça m'a vachement rassurée et je pense pas que j'aurais créé mon entreprise aussi sereinement si on avait eu un gros crédit pour une grosse maison. Ça veut pas dire qu'un jour on veut pas une maison, vous le savez, c'est un de mes projets. Déjà je veux un extérieur, un jardin, etc. Je veux une petite maison, ou plus ou moins grande, je sais pas exactement. Si j'ai la possibilité de faire chambre d'hôte, c'est vraiment quelque chose qui me plairait, ou en tout cas table d'hôte vegan et éventuellement chambre d'hôte, c'est quelque chose qui me plairait énormément, d'avoir des animaux, etc. Mais ça c'est vraiment des projets pour plus tard. Si je l'avais fait maintenant, c'est quelque chose qui concrètement aurait pu nous mettre en faillite personnelle si on avait eu un problème. En fait, faire un gros crédit pour une maison d'hôte, moi c'est quelque chose que je trouve risqué parce que tout va dépendre de la performance au travail et en fait c'est un peu à la fois l'endroit où tu vis et ta source de revenus. Je trouve ça très compliqué s'il y a un trop gros crédit à payer, c'est pour ça qu'on ne le fait pas maintenant. Et du coup le quatrième point c'est qu'en fait on valide des étapes mais après on voit nos autres objectifs de vie. Donc comme je vous l'ai dit, cet appartement c'est pas notre goal final, même si c'est toujours ça en fait, c'est juste se dire que c'est toujours ça, si jamais on a un problème on peut rester dedans. Mais c'est vrai que dès qu'on voudra une maison, etc., nous on veut se constituer un apport. Et pour se constituer un apport, c'est bien de ne pas avoir de loyer à payer parce que généralement les loyers vont être autour de 33% de ce qu'on gagne. C'est pas toujours le cas, des fois ça peut être moins, des fois ça peut être un peu plus. Dans ce cas-là, ça peut nous mettre un peu en difficulté d'ailleurs. Mais là, ça nous permet de ce loyer-là de le mettre directement en épargne pour nous servir d'apport pour notre prochain logement et ça permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est un peu un effet boule de neige assez vertueux. Encore une fois, je suis pas en train de dire que tout le monde peut le faire. Il y a aussi le fait qu'on s'y est pris jeune dans cette histoire. Il y a le fait qu'on habite dans une région et que nos objectifs ont pu être faits dans une région qui nous convenait, qui ne coûte pas si cher que ça. Après, il y a des endroits qui coûtent beaucoup moins cher que Marseille aussi. Il y a des endroits avec 90 000 euros, vous avez une petite maison ou vous avez un grand appart. Voilà, le prix de l'immobilier varie vraiment de partout. J'imagine que si vous êtes à Paris, avec 100 000 euros, vous avez vraiment pas la même chose qu'à Marseille. C'est même pas j'imagine, je le sais très bien que c'est pas les mêmes possibilités. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment un retour de nos expériences personnelles. Ensuite, vous me demandez souvent aussi sur Instagram pourquoi un apport, pourquoi on attend d'avoir un certain apport au lieu d'investir plus vite dans l'immobilier. Et cette question peut totalement se comprendre, tout simplement parce que les taux sont pour le moment pas extrêmement élevés et qu'avec l'inflation qui va arriver, etc., c'est vrai que plus on attend, plus on risque d'avoir des taux élevés. Pour autant, nous, le fait d'avoir un apport, c'est que ça nous permet d'aller un peu au-delà de ce qu'on pourrait avoir avec notre capacité d'endettement. Par exemple, je vous en avais parlé dans ma vidéo budget 2022, on met approximativement 30 000 euros de côté par an, un petit peu plus. Mine de rien, ça veut dire qu'en un an, on avance de 30 000 euros. Avec un crédit, 30 000 euros, ça se rembourse sur 3 ans. Si on suit notre capacité d'endettement, on peut s'endetter à hauteur de 1 000 euros par mois, globalement, avec nos revenus, en comptant le fait que je sois auto-entrepreneuse, etc. Donc, si on rembourse 1 000 euros par mois, là, on est obligé de le faire sur 3 ans. Alors qu'actuellement, avec notre capacité d'épargne, ça nous permet en fait de gagner 3 ans en un an. Et si on cumule, par exemple, ça veut dire qu'en 3 ans, on peut rembourser 9 ans de ce qu'on aurait en crédit. Donc même si on y perd un peu sur le pourcentage du crédit, on va dire, on y gagne quand même en année parce que
actuellement, donc sur l'année 2022, on a budgétisé le fait d'épargner 78% de nos revenus. On n'a absolument pas le droit de rembourser 78% de nos revenus en crédit, on est quand même limité à 33%. Donc ça va expliquer pourquoi on se constitue un apport pour acheter notre bien. Là on aimerait acheter bientôt, je vous en parlerai dès que ce sera fait. On voudrait acheter notre prochain logement après celui-là, ce sera vraiment l'étape d'ensuite. Bah clairement je pense au niveau des budgets qu'on s'est fixés, ça aurait pas été pareil pour nous pour pouvoir accéder à ce genre de logement si on n'avait pas eu l'épargne qu'on s'est constituée sur les dernières années. Le sixième point, c'est que si aussi nous sommes dans cette démarche de moins consommer, de vivre avec peu, etc., c'est aussi pour moins polluer, parce qu'il y a un truc qui vient pratiquement à chaque fois que les gens augmentent leurs revenus et leurs dépenses, et ben ils se mettent à consommer plus et donc ça pollue plus. Même si on consomme relativement responsable, etc., bah tout achat entraîne un impact carbone derrière. Ça veut pas dire qu'il faut pas consommer, hein. Je suis pas pour une non-consommation, je suis pour une consommation raisonnable. Ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir, qu'il faut pas aller au resto, qu'il faut pas acheter des trucs dès qu'on en a envie. C'est juste que notre mode de vie n'est pas forcément soutenable dès qu'on achète des tonnes de vêtements, dès qu'on est vraiment dans cette ère de je veux, j'achète, etc. Enfin c'est pas trop possible, et puis il y a énormément on romantise énormément le fait par exemple d'aller faire un week-end à Rome où on prend l'avion pour aller 2 jours à Rome. Bah ça ce sont des choses vraiment qui explose notre empreinte carbone. Ça veut pas dire que je suis en train de vous critiquer hein, si vous faites quoi que ce soit, que vous prenez l'avion, machin, enfin on fait comme on peut, on fait comme on veut aussi, mais simplement nous dans notre démarche il y a aussi cette envie de moins consommer, de moins polluer, et c'est important pour nous, et l'argent qu'on va mettre de côté on va l'investir dans des choses qui nous sécurisent par rapport à notre avenir, mais en essayant de pas polluer plus en fait, de pas augmenter notre empreinte carbone, puisque on est quand même dans une ère où on est censé réduire notre empreinte carbone un petit peu plus chaque année et essayer de voir sur quoi on peut travailler pour être des humains plus éco-responsables. Ça veut pas dire qu'il faut être parfait, ça veut pas dire que c'est à quelques personnes de prendre toute la charge mentale de tout ça et qu'il faut aller blâmer les personnes écolos qui font un truc pas écolo. Enfin, on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit ou se faire blâmer, mais simplement essayer de voir ce que l'on peut faire, ce qui nous convient. Le septième point, c'est qu'au-delà de l'aspect pollution et empreinte carbone, etc., la sobriété c'est quelque chose qui nous rend heureux. Ça veut dire que dans les choses qui me rendent extrêmement heureuse, il y a des choses qui ne coûtent rien, comme aller dehors, aller marcher, aller voir des gens. On n'est pas obligé de consommer pour voir des amis, on n'est pas obligé d'aller dépenser 40 € pour aller dans un resto, machin, puis ensuite boire des verres. Enfin, ça veut pas dire qu'on peut pas aller boire un verre ou manger au resto avec un ami, ça veut juste dire qu'on n'est pas obligé pour vivre sa vie de dépenser tout le temps. Des fois je regarde des vlogs de personnes américaines ou même de personnes françaises et je me dis c'est fou parce qu'en fait tout ce qu'ils font ça nécessite de payer en fait. Enfin, la moindre sortie va nécessiter de l'argent et on n'est pas obligé en fait d'avoir que des loisirs payants. On peut trouver plein de loisirs qui n'incitent pas à consommer. Il y a plein de musées qui peuvent être gratuits à certains moments, vous pouvez aller à des expos, il y a des spectacles des fois qui coûtent pas très cher, des fois, enfin c'est pas forcément pour être dans la non-consommation, des fois on peut aussi payer des choses pas extrêmement chères et profiter, c'est pas grave de payer quelques euros par-ci par-là, enfin, ou même le prix qu'on veut payer, mais ce que je veux dire c'est que moi des fois la simplicité c'est un truc qui m'apaise. J'aime aller marcher, être seule avec mes pensées, j'aime faire des petites randonnées, j'aime aller me baigner. Après j'habite dans une ville où il y a la mer mais c'est quelque chose qui nous coûte rien et c'est agréable en fait d'aller juste se baigner. Enfin, il y a plein d'activités toutes simples qui rendent super heureux. J'aime bien ne pas être submergée. Dans mon appartement, je n'ai pas énormément de choses. Il y a plein de fois où on me demande pourquoi t'achètes pas telle ou telle chose, ça te simplifierait la vie parce que je sais pas, je montre une recette et il me manque un truc. Enfin par exemple, j'ai pas de pinceau pour dorer les trucs que je mets au four. À chaque fois je le fais avec le dos de la cuillère, je galère vite fait. Mais en fait, j'ai pas envie d'acheter un pinceau pour ça parce que ça prendrait de la place et qu'en soi j'en ai besoin une fois tous les 6 mois, enfin c'est vraiment, je fais pas beaucoup de pâtisserie et tout, j'ai pas envie d'acheter un objet pour chaque usage que je peux avoir dans la vie. Des fois on peut faire avec autre chose et je pense que vous le voyez souvent dans mes vidéos, dans mes recettes. Moi je m'adapte, enfin j'aime bien m'adapter en fait, il me manque un truc, c'est pas grave, on trouve ce qui peut le remplacer. Peut-être que ça marchera moins bien, c'est pas grave, je tente. Et si vraiment cette chose devient indispensable dans mon quotidien, là par contre je vais investir dedans parce que ça aura une vraie valeur ajoutée. Et c'est pareil pour plein de choses, même dans le cadre où j'ai pas forcément à les payer. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, on m'a déjà proposé de m'envoyer par exemple, mais plusieurs fois en plus, des extracteurs de jus. C'est des choses qui coûtent cher, mais j'en ai pas besoin en fait. Enfin, je les utiliserai tellement peu
que ça prendrait de la place chez moi. J'ai pas envie d'avoir un truc qui prend de la place sur mon plan de travail ou que je suis obligée de galérer pour lui trouver une place ou le ranger. Même si c'est gratuit, je veux pas avoir trop de trucs chez moi. Je suis pas dans une démarche ultra minimaliste non plus, avoir 20 vêtements et puis avoir 3-4 objets qui se baladent dans le salon. Non, j'aime bien avoir des choses quand même, mais j'aime bien ne pas être submergée. Le 8e point, et pour moi c'est vraiment un point important parce que ça permet quand même de garder de la bienveillance et de la compréhension pour les autres, c'est de ne pas confondre simplicité volontaire et pauvreté. Avec mon copain, nous sommes dans une démarche de simplicité volontaire. Ça veut dire qu'on a réduit nos dépenses au maximum. Enfin, pas au maximum, on a gardé des loisirs, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, on dépense pas beaucoup, mais ça nous rend heureux. Et on sait en fait qu'on a cette possibilité, si on a besoin de quelque chose qui est hors budget, de l'acheter. Et juste le fait d'avoir cette possibilité, ça ne rend pas la démarche identique au fait de vivre avec cette somme et de ne pas avoir le choix et d'être dans la peur en fait. Enfin, c'est vraiment... des fois j'ai des commentaires qui veulent être gentils avec moi mais qui me disent non mais c'est fou que tu arrives à t'en sortir avec telle somme alors qu'il y a des gens, ils disent qu'ils sont pauvres alors qu'ils gagnent plus que ce que tu dépenses ou des trucs comme ça. C'est pas la même situation, on ne peut pas comparer et c'est beaucoup plus dur d'être forcé de vivre avec peu et c'est généralement ça va pousser même à avoir des envies de consommer plus. C'est pour ça que souvent les personnes riches ne comprennent pas la consommation des personnes pauvres en disant mais ils font n'importe quoi, ils fument, ils nanana, enfin, et vont juger leur consommation alors que t'as pas le même rapport à l'argent et le même rapport à ce que ça peut faire d'épargner quand pour toi c'est de la survie et qu'en fait tu sais pas si en épargnant une somme tu l'auras encore dans 3 mois parce que t'es juste habitué à ce qu'il y ait des trucs qui te tombent dessus tout le temps et à ce que cet argent tu doives le dépenser. Et donc je pense que c'est vraiment, même quand moi j'adore parler d'argent, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Et il faut pas oublier que ça peut être une source de souffrance pour d'autres personnes et que c'est déjà un privilège de s'en sortir en fait. Juste de ne pas être endetté, c'est déjà une chance par rapport à pas mal de monde et je sais qu'il y a plein de gens qui sont endettés dans ceux qui suivent mes vidéos. Je sais qu'il y a des gens que mes conseils vont aider, mais surtout ce que je veux c'est que ça ne culpabilise pas. Je vis avec cette simplicité volontaire parce que j'ai eu la chance et la possibilité de mettre en place des choses avant et c'est pour ça aussi que pour moi les 3 premiers points de cette vidéo étaient importants, de parler de comment on en est arrivé à avoir cet appartement qui finalement est notre meilleure garantie pour tous nos projets ensuite. Le 9e point, c'est que avoir peu de dépenses et peu de charges obligatoires, ça nous donne un peu cette possibilité dès qu'on est face à un choix où l'option qui colle à nos valeurs va coûter plus cher que l'option qui ne colle pas à nos valeurs, on va pouvoir la saisir. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, mais je ne regarde même pas le prix des avions quand je veux aller quelque part, parce que pour moi ce n'est pas envisageable. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça veut pas dire que je prendrai plus jamais l'avion de ma vie, simplement c'est quelque chose que je réserve vraiment si le voyage est très important pour moi, qu'il n'y a aucune autre possibilité pour y aller qu'en avion et que vraiment c'est mon voyage qui va me satisfaire en dehors de voyage pour plus de 10 ans, mais que en dehors de ça je ferai plus rien en avion pendant 10 ans par exemple. Et donc par exemple là moi j'aimerais aller en Grèce et j'aimerais qu'on y aille en train. Ça va nous coûter beaucoup plus cher que si on y allait en avion, ça va être plus compliqué, mais vu qu'on a libéré du budget ailleurs, ça nous permettra de le faire et peut-être que ça pourra nous rendre le voyage agréable, peut-être qu'on fera des étapes, par exemple moi j'ai regardé pour le pass Interrail pour voir combien ça coûtait, etc. Ça peut peut-être nous permettre de faire des étapes et de découvrir d'autres villes sur le chemin et certes ça nous coûtera plus cher qu'un billet d'avion parce que des fois les billets d'avion coûtent 3 fois rien, enfin des fois ça coûte moins de 50 €, vraiment je trouve ça dingue en fait que ce soit si peu cher, sachant qu'en plus c'est vraiment pas le vrai prix d'un vol en avion et que ça vient ajouter énormément de CO2 à notre empreinte carbone annuelle. Je ne vous juge pas si vous faites le choix de prendre l'avion, simplement moi je n'ai pas envie de le prendre. Et on payera plus cher parce que peut-être on devra s'arrêter dans des hôtels entre temps si on a des escales, etc. Enfin, ça nous coûtera peut-être plus cher, ce sera peut-être plus long, mais avoir de l'argent disponible parce que sur d'autres points on dépense moins, ça nous donne ces possibilités de rester en accord avec nos valeurs. Et à d'autres, sur une autre échelle, par exemple sur le véganisme, des fois les simili-carnés ça coûte actuellement plus cher que les produits animaux. Enfin, pas toujours, mais par exemple moi j'adore des petits filets de façon poisson un peu fish and chips de la marque Gardein qui sont incroyables, ils sont trop bons. Je les achète sur Vegetal Square, ça coûte super cher. Et ça coûte bien plus cher que des poissons panés en fait. Mais j'ai pas envie de tuer un poisson, donc en fait ça me dérange pas de payer plus cher pour manger un truc qui a le goût du poisson pané, parce que c'est vraiment trop bon. Même si ça coûte plus cher, mon budget global du mois sera toujours inférieur à la moyenne de ce que les gens dépensent en alimentation, parce que sur d'autres points j'ai moins dépensé et que la plupart de mes repas me coûtent moins de 1 €. Je vous en ai déjà parlé dans
plein de vidéos récemment, mais donc voilà, des choses comme ça peuvent s'intégrer. Et c'est pareil, récemment je récupère beaucoup de paniers de récupération. Je vous ai fait ma dernière vidéo sur comment je prépare mes légumes abîmés, etc. pour faire un petit meal prep sympa avec des légumes qui avaient vraiment pas une belle tête au début. Ça me permet de mettre plus d'argent ailleurs. Par exemple, je vais pouvoir acheter des simili-carnets qui coûtent, j'en sais rien moi, 3 € la barquette, c'est pas si cher que ça, mais c'est un petit peu plus cher que la viande, donc la plupart des gens prendraient plutôt de la viande et diraient bah non mais le simili-carnet, tant que ça coûte plus cher, moi j'en prends pas. Et ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'argent, encore une fois, mais moi je vais préférer mettre plus d'argent pour acheter des steaks Beyond Meat que pour acheter des steaks hachés de bœuf à 75 centimes pièce en surgelé. Et c'est le fait d'avoir de l'épargne qui me permet d'avoir ce choix-là. Et le 10e point, qui finalement est un des plus importants, c'est que pour épargner tout cet argent, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas du tout adapté notre niveau de vie à nos revenus, on a simplement adapté notre niveau de vie à nos besoins. Et finalement, indépendamment de nos revenus. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dépense beaucoup moins que ce qu'on gagne. Parce que en fait, moi je considère pas mes dépenses en fonction de ce que je vais gagner. Si on a gagné ce mois-ci par exemple 3 000 €, on aura quand même dépensé moins de 1 000 €. Et si le mois prochain, j'en sais rien, pour une raison ou une autre, mon copain, j'en sais rien, était au chômage et moi j'avais pas de revenus et on gagnait 1 500 €, bah en fait, on n'adapterait pas pour autant tellement ce qu'on a dépensé. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez pervers dans le fait de gagner plus d'argent, c'est qu'on adapte nos dépenses à nos revenus et que si un jour ça va dans l'autre sens, on est piégé. Par exemple, j'ai déjà parlé avec une personne qui a de très bons revenus. Elle a vraiment des revenus que la plupart des gens envieraient. Avec son mari, ils ont des très bons revenus. Ils font des jobs dans des très grosses sociétés. Ils ont un superbe appart qui coûte une fortune, mais du coup qui va avec un crédit immobilier très élevé parce qu'ils se sont endettés à 33% de leurs énormes revenus. Donc la mensualité est énorme. Mais le problème, c'est que la personne avec qui je parlais, ce qu'elle fait, ça lui plaît plus. Et elle peut pas arrêter parce qu'en fait son rêve ce serait de créer son entreprise et de partir dans un milieu plus artistique qui lui plairait. Au début elle aurait peut-être pas de revenus et ça elle peut pas le faire parce que si elle le fait elle peut plus payer sa mensualité qui est énorme pour son appartement et tu peux pas non plus vendre un appartement d'un tel prix rapidement parce que c'est vraiment un appartement très cher. Et en plus si tu le vends et que tu l'as que depuis quelques années, tu vas probablement perdre de l'argent parce que les premières années on rembourse les intérêts, puis les frais de notaire, etc. Et donc en fait des fois on peut se retrouver bloqué par le fait que vu qu'à un moment on a augmenté notre niveau de vie en fonction de nos revenus, on peut plus revenir en arrière même si nos revenus sont associés à quelque chose qui ne nous convienne plus et ça peut vraiment être un piège. Alors je dis pas qu'il faut plaindre les personnes qui ont des gros revenus, mais on a tous en fait des problèmes différents, ça peut être lié au manque d'argent, mais parfois trop d'argent ça peut nous mettre dans un cercle vicieux de consommation dont on n'arrive plus à sortir. On est habitué à un certain niveau de confort et on n'arrive pas à revenir en arrière, on n'arrive pas à perdre ses habitudes. Si par exemple on a de très bons revenus, qu'on est habitué à ne pas cuisiner et à tout prendre chez un traiteur, à manger tout le temps au restaurant, etc., ça va faire bizarre de revenir en arrière. Alors que si on a gardé cette habitude qui est finalement la norme, c'est un peu... La plupart des humains cuisinent leur propre nourriture et c'est quelque chose de classique et qui permet d'économiser quand même pas mal d'argent. C'est pas une souffrance de le faire en fait, c'est juste la vie, c'est la norme. Et c'est vraiment important des fois de garder ce truc aussi et de pas devenir esclave de nos revenus et de nos consommations. Et moi c'est vraiment quelque chose que je veux garder, même si un jour je gagne beaucoup plus d'argent, j'ai pas envie d'augmenter mon niveau de vie me convient en fait. La dernière fois il y avait une personne qui m'interviewait pour un sondage qui me demandait qu'est-ce que je ferais si j'avais plus d'argent ou si j'avais plus de temps libre. En fait c'est pas tellement différent de ce que je ferais actuellement parce que je pense que l'équilibre qu'on a avec mon copain nous convient, surtout moi parce que j'ai ma propre entreprise, lui c'est pas encore le cas et je pense que lui il sera pleinement aussi épanoui dans ses consommations, dans sa vie, dans son travail le jour où il sera à son compte et où il fera vraiment ce qui lui plaît le plus. Mais en tout cas en termes d'objectifs et tout, on est très satisfait de la manière dont on avance. Et c'est tout pour cette vidéo qui parle de comment on en est venu à dépenser peu, à vivre avec peu, comment on s'en satisfait. Je pense que vous pouvez le ressentir, c'est quelque chose qui nous convient, on est heureux dans cette sobriété. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir le même mode de vie, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire. Vous savez que j'alterne entre le contenu qui poste des recettes véganes ou qui parle de consommation et qui parle de budget. Donc il y aura très prochainement une vidéo qui parlera du budget de mes abonnés. Je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup. Je pense qu'en fin d'année je vous ferai un retour sur mon budget de 2022 puisqu'en
Début d'année, je vous avais fait mes prévisions. Je pense qu'en fin d'année, je vous ferai un peu ce qui s'est passé niveau dépenses, niveau revenus. On a plein de trucs qui sont en cours dont je peux pas encore parler, mais j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, de liker. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si ça vous intéresse de voir ce que je peux encore partager sur le sujet. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt!